micros sont coupés pour donc éviter les interférences. Vous pourrez poser vos questions via le chat. Et avec Laetitia et Carole, on essaiera de reprendre les questions et de les poser à Madame le maître. Ce webinaire va être enregistré et on vous enverra le replay ainsi que le diaporama. Alors, le thème, alors déjà, excusez-moi, je me présente. Donc, Valérie Vinet, conseillère développement durable et RH à la CCI du Tarn. Et je co-anime ce webinaire avec Laetitia Leonti et Carole Vieux, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Laetitia, si tu veux te présenter. Laetitia Leonti, donc chargée de mission RH au service donc emploi RH de la CCI du Tarn. Donc je travaille avec Valérie Vinet. Et donc c'est Madame Maître Déborah qui va animer cet atelier. Bonjour à tous. Donc Déborah Lemaître, donc avocate en droit du travail et la sécurité sociale au sein du cabinet FIDAL basé à Castres. Donc, moi, j'accompagne les entreprises dans toute la gestion des problématiques sociales, quel que soit le stade de développement de la société et tout secteur d'activité confondu. Voilà. Et c'était un plaisir d'animer cet atelier ce matin. Est-ce que vous voulez que je rappelle l'ordre du jour de l'atelier? Madame le maître, vous nous avez proposé 3 grandes parties. Donc, l'actualité législative et réglementaire, l'évolution jurisprudentielle avec un focus sur la vidéosurveillance, et enfin, l'actualité jurisprudentielle sociale avec notamment tout ce qui est contrat de travail, durée du travail, et également la rémunération, hein, et puis d'autres points d'actualité. Donc, si vous voulez, on vous laisse de suite la main. Donc, je crois que vous ne voyez pas mon diaporama, donc vous allez me guider un petit peu et moi, je le fais défiler. C'est ça. Donc, en effet, il y a 3 parties. La 3e partie va nous occuper le plus longtemps dans cet atelier. C'est celle-ci qui va, je pense, générer le plus de questions. Je ferai des petites pauses parce que vous allez voir que dans le sommaire, en fait, c'est par thématique sur la 3e partie. Donc, à chaque fois, ça me permettra de faire des petites pauses si vous avez des questions. Je ne vous entends pas, mais je vois le chat de messages. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez une question, je peux le lire en temps réel. Je la vois, donc j'y répondrai à la fin, peut-être des petites sous-parties. Hein, voilà. Et si, n'hésitez pas peut-être à demander la parole et l'ouverture de votre micro si nécessaire, parce que votre question, je l'ai mal comprise ou ça nécessite un petit peu d'explication. Donc, rapidement, parce que c'était pas vraiment l'objet, mais c'est quand même important d'en parler. Sur l'actualité législative et réglementaire, j'ai choisi de cibler sur l'épargne salariale. Alors, je vais être assez succincte. Et puis, on évoquera la loi de finances de sécurité sociale. Donc, l'épargne salariale. Donc, on a la loi du 7 décembre 2020 qui date un petit peu, qui avait mis en place de nouvelles modalités de contrôle administratif des règlements et accords d'épargne salariale d'entreprise après leur dépôt. Le décret du 27 août 2021 est venu préciser les modalités d'application de cette loi ainsi que les délais. Alors, ce que moi j'ai choisi de retenir sur cette loi et ce qui me semble important pour ceux qui rédigent éventuellement des actes en matière d'épargne salariale avec un focus sur l'intéressement, c'est les dispositions suivantes. Donc, sont dépositaires des accords en vue de leur contrôle les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités. La nouveauté, la précision, c'est que l'administration dispose d'un délai d'1 mois pour délivrer à l'entreprise un récépissé qui atteste du dépôt et du contrôle de la validité de ces modalités de conclusion et demander le cas échéant à l'entreprise des pièces complémentaires ou lui transmettre des observations sur les conditions d'adoption. L'URSSAF, quant à elle, dispose d'un délai de 3 mois
pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires. Donc, en plus, il y a des dispositions spécifiques à l'intéressement dans ce décret. Donc, pour ceux qui rédigeraient des actes afférents à la mise en place de l'épargne salariale au sein des sociétés, je vous conseille d'aller lire ce décret, qui est le décret du 27 août 2021. Donc, après, je vais donc aborder la loi de financement de la sécurité sociale. La loi de financement, alors, n'est pas très riche en droit du travail cette année. Il y a des petites dispositions, mais par rapport aux années antérieures, c'est vrai qu'il y a moins de dispositions qu'à l'habitude. Pour autant, avec la crise sanitaire, la loi s'est enrichie au moment du projet de loi. Sur des dispositions liées au Covid. Donc là, on va l'aborder. En matière donc, de Covid, quelles sont les dispositions de la loi de financement? Alors, en matière d'activité partielle, le régime de l'indemnité complémentaire est reconduit en 2022. En matière de cotisation patronale, les aides Covid-2 et Covid-3 sont imputables sur 2022. Et en termes d'arrêt de travail Covid, la prolongation exclusivement des dispositions dérogatoires relatives aux IJSS. Dans les autres mesures, en dehors de la crise sanitaire, au niveau de la loi de financement de sécurité sociale, on retrouve des dispositions en matière de prévoyance, donc avec la communication du taux de CSG par le fisc aux organismes sociaux. Et après, on a des dispositions relatives au statut du conjoint collaborateur. On retient principalement la possibilité de conserver ce statut au-delà de 5 ans en cas d'âge proche de la retraite. On a une amélioration aussi de la situation du proche aidant et des enfants malades ou atteints d'un handicap ou victimes d'accidents graves. Puis enfin, la possibilité pour les plateformes de proposer aux travailleurs des garanties collectives de protection sociale complémentaire santé. On a une obligation assouplie, donc on est à la slide 12, je précise. On a une obligation assouplie d'utilisation exclusive des titres emploi-service entreprise et du chèque emploi associatif, avec une suppression de l'obligation d'usage pour l'ensemble des salariés, et ce, à compter du 1er janvier 2024. On a un petit peu le temps encore. Puis, on a voulu simplifier le recouvrement des cotisations des indépendants. Donc, on a généralisé la modulation des cotisations en temps réel, puisqu'on avait en fait à la base mis en place une expérimentation en 2 temps. Donc là, il y a une extension de cette expérimentation à partir du 1er janvier 2022, ouverte à tous les indépendants, puis 2013, aux professions, donc 2023, pardon, aux professions libérales. Ça veut dire quoi la modulation? Ça veut dire qu'en fait, ils vont pouvoir déclarer en temps réel, donc mensuellement, leurs revenus. Et donc, il y a une vraie adaptation des cotisations sociales. Et donc, ce principe de modulation est donc étendu aujourd'hui. On a supprimé la majoration prévue en cas de sous-estimation des revenus, puisqu'on s'est rendu compte qu'en pratique, en fait, ce n'était pas du tout mis en place. On a prolongé l'échéancier de plan d'appurement jusqu'au 31 décembre 2021. Et enfin, on a créé une attestation de vigilance provisoire pour les indépendants démarrant leur activité. En matière de transfert du recouvrement de la CIPAV vers les URSSAF, les professionnels libéraux concernés relevant de la CIPAV, donc là on a toute une liste, je vous renvoie à l'article L 213-2, deuxième alinéa bis, et c'est le nouvel article 213 qu'il faut regarder. Donc, ça concerne, c'est pas une liste exhaustive, les psychothérapeutes, les psychologues, les ostéopathes, les chiropracteurs, diététiciens, etc. Donc,
pour eux, les cotisations visées sont les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité décès, avec un calendrier donc, de mise en œuvre prévu au 1er janvier 2023 et donc un transfert du recouvrement de la CIPAV vers les URSSAF, les concernant. Bon, je suis très brève sur cette partie. La loi, ce que je disais, de financement de sécurité sociale n'est pas très prolixe en matière de dispositions droit social et qui serait susceptible en plus de vous concerner dans le cadre de la vie de l'entreprise. Donc, je ne m'attarde pas plus. Donc, on va attaquer un petit peu le vif du sujet de cet atelier qui était quand même donc l'évolution jurisprudentielle 2021. Et j'ai choisi de faire un focus sur la télésurveillance. Alors, il faut savoir que la télésurveillance, c'est une thématique qui revient dans le cadre des contentieux et de manière assez régulière, on peut la voir en matière surtout disciplinaire, puisqu'on se pose toujours la question de l'usage des supports de télésurveillance pour fonder une procédure disciplinaire. Donc, dans quelle mesure, moi, employeur, je peux utiliser des films provenant de vidéosurveillance pour fonder une procédure disciplinaire à l'encontre de mon salarié. Donc, il y a de l'évolution jurisprudentielle en 2021 sur ces questions-là qui finalement, pour ceux qui ont assisté à l'atelier de l'année dernière que j'avais également tenu en début d'année, on avait justement terminé par ce thème en disant que la jurisprudence européenne allait probablement impacter notre jurisprudence nationale et ça bougeait d'ailleurs au niveau des États membres, notamment avec la jurisprudence espagnole. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'en 2021, on a eu justement cette évolution qui était attendue et qui s'inscrit pas dans l'évolution européenne. Donc là, on a un arrêt du 22 septembre 2021 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui est venu donc établir le principe selon lequel la preuve issue d'une caméra qui ne sert pas à contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions est licite, même sans information préalable. Alors, c'est contextuel et je vais venir quand même préciser le contexte de ce principe, puisque, alors ici, la Cour d'appel avait jugé que l'enregistrement du salarié par le système de vidéosurveillance constituait un mode de preuve illicite, sans constater que le système de vidéosurveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions. Pour rappeler un petit peu le contexte, donc on a une jurisprudence de 2012 qui était venue dire l'employeur ne peut se prévaloir à l'appui d'une sanction disciplinaire des enregistrements issus d'un système de vidéosurveillance permettant le contrôle de l'activité des salariés si ces derniers n'ont pas été préalablement informés de son existence. Ça, c'est le grand principe que tout le monde a bien en tête. Quand moi, employeur, je mets en place des caméras de surveillance avec des bandes de films où j'enregistre les films, donc les vidéos qui permettent de voir mes salariés, je dois les informer au préalable. Donc, à contrario, si le dispositif n'a pas été installé en vue du contrôle de l'activité des salariés au cours de l'exercice de leurs fonctions, cette information préalable n'est pas requise. Et ça, c'est de la jurisprudence de 2019 et 2020 qui était venue préciser donc ce principe, qui est venu compléter le principe. Alors, c'est l'exemple de l'employeur qui va mettre des caméras pour surveiller les parkings notamment, et le salarié va être pris sur le parking à faire des actions répréhensibles qui s'analysent comme des manquements.
Même d'ailleurs, je rappelle aussi, même s'il a quitté ses fonctions, puisque la jurisprudence sociale a construit de toutes pièces la notion de fait relevant de la vie personnelle, mais se rattachant à la vie de l'entreprise, pour justement pallier à ce genre de problématique. Donc, on a un salarié qui a quitté ses fonctions, qui est sur le parking et qui, pour autant, va peut-être commettre un acte répréhensible, un manquement, un vol ou autre, et qui va être filmé à ce moment-là. Les caméras de surveillance que l'employeur a mis en place n'ont pas été dans le but de contrôler l'activité du salarié, mais l'ont été pour contrôler en fait le parking, la sécurité du parking. Pour autant, est-ce que l'employeur, dans ce cadre-là, peut se servir des vidéos de surveillance pour sanctionner le salarié? Eh bien oui, il le peut. Il le peut, même s'il n'y a pas eu d'information préalable. Dans mon hypothèse, j'insiste, je suis l'employeur, je suis propriétaire de mon parking. Il y a quand même une variante qui est à souligner si je parle du parking de mon client. Imaginons que mes salariés sont, je suis une société avec une activité de prestation de nettoyage. Je vais envoyer mon salarié sur un chantier chez par exemple, un hypermarché. Il va faire une prestation de nettoyage. Mon client a des caméras de vidéosurveillance. Dans ce cadre-là, je dois informer mon salarié qu'il est susceptible d'être filmé par les vidéosurveillances de mon client. Et je dois me prémunir, moi employeur, que j'ai bien dispensé cette information. Donc, dans mon cas d'espèce, là, c'est un petit peu différent dans mon exemple, puisque moi, je suis l'employeur et à ce moment-là, j'ai mis en place des caméras. Je n'ai pas informé mon salarié puisque les caméras ne visent pas le contrôle de mon salarié, mais à un autre objectif. Donc, il faut rappeler un petit peu ces bases pour voir un petit peu l'apport de cet arrêt. Donc là, ici, dans cet arrêt de septembre, donc là, la jurisprudence est venue donc rappeler ce principe. Et puis, on a aussi l'arrêt du 23 juin 2021 en matière de vidéosurveillance, par lequel la Cour de cassation a décidé que la surveillance constante par caméra d'un salarié qui exerce seul son activité en cuisine apparaît disproportionnée par rapport au but allégué par l'employeur relatif à la sécurité des personnes et des biens. Donc, refusant pour ce faire que la preuve issue d'un tel dispositif puisse être produite à l'appui d'une sanction. Alors ici, dans le cas d'espèce, c'est encore différent. Le salarié, l'employeur avait mis en place une caméra sur son poste de travail qui le filmait de manière constante et permanente. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est pas tant que la jurisprudence vient de dire que ce mode de preuve, pour le coup, est illicite, mais c'est la notion en fait de proportionnalité, puisqu'elle dit bien ici que la surveillance constante était disproportionnée par rapport au but recherché par l'employeur. Ça veut dire bien qu'en fait, la clé lecture, afin de savoir si mon mode de preuve il est licite ou non, c'est bien le caractère proportionné ou non de l'installation de mon dispositif de surveillance. Et c'est ça, en fait, que l'employeur va devoir avoir en tête. Et c'est ça aussi que vous devez avoir en tête si vous le conseillez ou au sein de l'entreprise, si vous êtes salarié et que vous avez des responsabilités dans ce domaine. Donc, le but allégué par l'employeur était la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans la cuisine. Pour autant, ici, mettre une caméra sur le poste du salarié de manière constante, c'était bien disproportionné par rapport à ce but. Il aurait fallu que la caméra puisse filmer l'ensemble, pourquoi pas, de la cuisine. Là, le but aurait été, j'allais dire, proportionné, en tout cas, la finalité aurait été proportionnée par rapport au but invoqué par l'employeur. Donc, ce que je vous disais, c'est que par rapport, donc je suis à la slide 16, c'est qu'on voit dans cet arrêt l'impact de la jurisprudence européenne, puisque
l'illicité de la preuve n'est plus de nature à entraîner systématiquement son irrecevabilité, et ce depuis l'arrêt du 17 octobre 2019. On est Lopez-Ribalda sur le nom de cette jurisprudence. Donc, pour déterminer si l'utilisation comme preuve d'information obtenue au mépris de l'article 8 ou en violation du droit interne a privé le procès du caractère équitable, voulu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut prendre en compte toutes les circonstances de la cause et se demander en particulier si les droits de la défense ont été respectés, quelles sont la qualité et l'importance des éléments en question. On a aussi cet arrêt de la Chambre sociale du 9 novembre 2016 qui est venu rappeler que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié, à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but recherché ou poursuivi. Voilà, donc on est toujours dans ces notions, finalement, est-ce que je peux porter atteinte à la vie personnelle de mon salarié? Quand je suis dans le monde de l'entreprise, est-ce que cette atteinte que moi, employeur, je vais, à partir du moment où je filme mon salarié, je peux quand même glisser vers une atteinte à sa vie privée, même si je suis dans le cadre du travail. Donc, est-ce que mon but, déjà définir quel est mon but et est-ce que mon but est proportionné par rapport aux moyens de contrôle que je vais mettre en place. Voilà. À partir du moment où j'ai fait ce cheminement intellectuel, je vais pouvoir savoir finalement, est-ce que c'est proportionné, disproportionné et donc, est-ce que c'est utilisable ou non. Voilà. Si je suis dans une approche disproportionnée, forcément c'est inutilisable, ce serait déclaré illicite, ce serait un mode de preuve qui serait écarté dans le cadre d'un contentieux. Et donc, ça veut dire que si je fonde ma procédure disciplinaire sur un moyen qui est bancal, un moyen de preuve bancal, eh bien, s'il y avait un contentieux, je ne pourrais pas m'en servir, ou en tout cas, la partie adverse ferait en sorte que ce soit écarté des débats et je ne pourrais pas justifier que j'ai bien fondé ma procédure disciplinaire. En tout cas, pas par ces éléments. Et je peux risquer de mettre à mal toute une procédure alors que les manquements sont bien réels. D'ailleurs, en matière de télésurveillance, je fais un petit aparté puisque ces questions sont souvent abordées dans le cadre de manquements mais qui relèvent du droit pénal, à savoir des vols au sein de l'entreprise. Donc là, faites attention quand vous qualifiez les manquements du salarié. La qualification de vol est une qualification pénale. Quand l'employeur ne dépose pas plainte avec une vraie démarche au pénal, c'est délicat d'aller chercher des qualifications pénales. Parce qu'on va vous le reprocher dans le cadre d'un contentieux en se disant mais si c'était fondé, vous auriez dû porter plainte. Donc si vous n'avez pas un employeur qui est prompt à aller dans la démarche pénale, il faut se contenter, alors on va quand même sanctionner les manquements, hein, il n'est pas question de laisser passer, mais on va être hyper attentif à la qualification juridique qu'on va retenir. On va éviter de se placer sur une qualification qui entre directement dans le pénal. On va parler de soustraction frauduleuse. On ne va pas parler de vol. On va parler de soustraction frauduleuse, de la chose d'autrui. Alors vous allez me dire, c'est pareil. Pour autant, je ne vais pas avoir la notion d'infraction. Voilà. Alors, ce sont des petites, ça paraît pas grand-chose. On est dans la nuance de la qualification juridique. Pour autant, c'est important si vous avez des contentieux ultérieurs sur certains dossiers. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, sur ce petit focus sur la télésurveillance avant qu'on balaye les différentes thématiques de l'actualité jurisprudentielle complètement autre? Je ne vois pas de questions au niveau des messages. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Ah, il y a une personne qui lève la main. Alors, je ne vois pas. Si Laetitia, tu peux lui ouvrir le micro peut-être? Est-ce que tu vois?
C'est bon, normalement. La personne peut prendre la parole. Ou via le chat, si c'est possible aussi. Parce que là, on n'entend rien. Non. Oui, allô? Alors, Oui, on vous entend. Oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas activé le micro. Oui, donc bonjour à tous. Je voulais savoir justement tout ce que vous avez dit par rapport à ces caméras. Vous parlez d'enregistrements qui sont à terme gardés, je suppose, par la société avec un roulement peut-être sur 2-3 jours. Nous, ici, les caméras ne filment pas. Donc, est-ce que tout ceci s'applique? Alors, je comprends que dans les faits, oui, en théorie, oui. Mais pour le coup, est-ce que ce n'est pas un peu moins lourd en termes d'informations sur au personnel? Alors en Je sais fait, pas vos si c'est caméras compréhensible, ce sont que je- fictives. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question aussi dans le chat si les caméras ne filment pas. Elles ont juste un but Alors, pardon, dissuasif, c'est ça? je me suis mal exprimée, j'ai voulu taper vite. Alors, ce n'est pas qu'elle ne filme pas, elle n'enregistre pas. C'est des caméras qui sont en place, nous on les a mis et les employés sont informés à ce but. On les a mis en place pour avoir un visu sur les robots quand ils tournent la nuit. Si toutefois les D'accord. robots s'arrêtent, nous pouvons, en fonction des lumières qui s'allument dans l'atelier, savoir si le robot est arrêté ou pas. Donc, les salariés ne travaillant pas la nuit, voilà, on a quand même mis en place, je leur ai quand même mis en place un système informatif pour qu'ils sachent que des caméras avaient été installées et qu'ils n'étaient pas l'objet de la surveillance de celles-ci. Voilà. Mais est-ce Donc, que est-ce que du pour coup, le fait que ça les n'enregistre bandes, pas, ça... vous pouvez pas les visionner après coup, en fait? Non, du tout. Donc, D'accord. voilà, c'était pour savoir si, pour le coup, est-ce que c'était tout ceci là, toutes ces preuves, Mais vous n'allez pas pouvoir du est-ce coup que vous en l'information servir doit parce être que plus si lourde? il y a des manquements, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir les constater par le Les- biais de la vidéosurveillance dans votre C'est ça, cas. voilà. Mais la question, c'était surtout, est-ce que pour le coup, l'information au niveau des salariés doit être aussi lourde que si ça avait été enregistré? Alors, de simples affichages au sein de l'entreprise peuvent très bien être envisagés afin d'informer qu'il y a un système de vidéosurveillance avec juste pour objet de surveiller. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sait parler. non, c'est en arrière-plan. En fait. Je n'entends pas. J'ai été obligée de couper le micro, c'est en arrière-plan de Madame. D'accord. Donc, je vous disais, en fait, si là, dans votre cas d'espèce, ça n'a pas pour objet d'enregistrer les films, de les conserver au sein de l'entreprise, à ce moment-là, non, un simple système d'affichage afin d'avertir les salariés qu'il y a un système de caméra pour en fait surveiller ce que vous avez expliqué, les engins pendant la nuit. Il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où vous mettez en place un système qui va enregistrer vraiment la surveillance, déjà faites attention en matière de RGPD parce que là on ne va pas en parler, du coup il faut quand même, il y a la question de la conservation de ces données. Je ne vais pas m'étendre sur le RGPD ce matin, ce serait trop long. Mais là, par contre, en tout cas, il faudrait vraiment se prémunir la preuve que vous avez informé vos salariés. Pourquoi pas une attestation sur l'odeur contre décharge, en plus d'une information collective par le biais d'un CSE si vous en avez un. Je rappelle, à partir de 11 salariés équivalent temps plein sur 12 mois consécutifs. Ou alors, si vous n'en avez pas, juste une information individualisée. Mais si vous avez un CSE, moi je doublerai information collective et individuelle. Voilà. Plus affichage. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc, on va enchaîner. Pour l'actualité jurisprudentielle, donc on va voir avec des petites thématiques l'actualité en matière, j'ai sélectionné certains arrêts, contrat de travail, exécution du contrat de travail, rupture du contrat de travail, durée du travail, représentant du personnel, rémunération, contrôle URSSAF, pouvoir disciplinaire, santé, sécurité. En matière de contrat de travail, donc on est à la slide 19, on a un arrêt du 17 novembre 2021 qui est venu rappeler que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article donc L 1244-1 du Code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans qu'il y ait lieu à l'application d'un délai de carence. En effet, on avait certains aménagements donc, qui avaient été introduits et qui permettent la conclusion de CDD successifs sur le même poste. Une succession que la loi donc, soumet à l'application d'un délai de carence entre les contrats, ça c'est l'article 1244-3, sauf notamment lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Le Code du travail donc, permet aussi expressément la succession de CDD avec le même salarié dans certains cas, parmi lesquels le remplacement d'un salarié absent sans exiger qu'il s'agisse d'une nouvelle absence du salarié remplacé. Ici, dans l'arrêt du 17 novembre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé au visa de ce dernier texte que lorsque les CDD successifs sont conclus avec le même salarié en vue de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les dispositions qu'il prévoit n'imposent pas l'application du délai de carence. Donc, dans nos faits, donc c'est la stade 20, dans nos faits, on avait un salarié qui avait été engagé à compter du 5 juillet 2011 en tant qu'assistant de vente, suivant 4 CDD successifs, avec 4 salariés absents distincts, ce qui avait motivé la saisine du Conseil de prud'homme par le salarié, avec une demande en requalification en CDI. La plupart des contentieux qui visent des CDD sont des actions en requalification en CDI, que ce soit sur les motifs du recours du CDD, ce soit de l'abus parce qu'on a un motif de recours d'accroissement d'activité qui dure 1 an et on n'est plus dans l'accroissement d'activité. Je fais une petite parenthèse, mais beaucoup d'entreprises ont l'habitude de prendre des CDD comme des périodes d'essai déguisées. En se disant je vais justifier par un accroissement d'activité, bon, je vais le renouveler encore une fois parce que ça me laisse de la marge avant d'aller sur un CDI, alors qu'on est bien sur un emploi permanent. Il est plus facile, avec de l'expérience, de rompre un CDI que de rompre un CDD. Vous savez qu'en matière de CDD, les seules possibilités pour rompre un CDD de manière anticipée, c'est la faute grave et la rupture amiable, anticipée d'un commun accord. Donc, ça vous laisse très peu de possibilités. Donc, c'est une fausse idée d'aller chercher le CDD quand on n'a pas un motif de recours valable pour l'utiliser en période d'essai, plutôt que d'aller sur un CDI avec donc une période d'essai potentiellement plus faible. Ça dépend de la catégorie professionnelle et des dispositions conventionnelles, bien sûr, mais donc avec une période d'essai potentiellement moins importante sur la durée et de poursuivre en CDI. Le CDI permet d'être rompu de manière quand même plus souple et il y a plus de possibilités pour le rompre qu'un CDD. Ça, c'est la petite aparté, parce que trop souvent, c'est toujours le cas, mais en fait, on se rend compte que quand on explique à l'employeur qu'il est plus facile d'aller rompre un CDI, finalement, il va se rendre compte que c'est peut-être plus opportun de partir sur un CDI et pas sur des CDD. Donc ici, dans notre cas d'espèce, on a écarté le délai de carence puisque on avait des CDD de remplacement conclus
avec le même salarié, et même si c'était des salariés absents qui étaient distincts, c'était toujours le même poste. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de délai de carence. En tout cas, c'est pour ça que la Cour de cassation a tranché en disant qu'il n'y avait pas besoin de délai de carence, puisque même si on remplaçait différents salariés, on était toujours sur le même poste qui était occupé. Donc, attention, l'identité du poste s'apprécie en fonction de la nature des travaux confiés aux salariés et non de la localisation géographique de leur exécution ou de la qualification mentionnée dans le contrat. Donc, là aussi, attention, quand je n'ai pas bien établi ma fiche de poste, que j'ai mon salarié, bon, ben, il est un petit peu polyvalent, il fait plein de choses, en tout cas, c'est un petit peu l'idée de départ. Et puis, dans les faits, je vais le mettre sur un poste avec des attributions spécifiques, je ne vais pas faire d'avenant, je ne vais pas faire évoluer de fiche de poste. Ben, là aussi, attention, puisque si dans ce cadre-là, il est absent sur du long terme, je vais le faire remplacer par CDD. Et ben là aussi, il y a peut-être un point de vigilance à avoir. Si c'est une politique généralisée au sein de mon entreprise et que j'ai beaucoup de salariés polyvalents, alors qu'en fait, ils sont rattachés à des attributions spécifiques et que j'aurais dû mettre en place des fiches de poste précises avec une fonction précise, il y a un risque quand même que mes CDD, ce ne soit pas bon si je n'applique pas de délai de carence dans le cas d'espèces. Hein. Donc là aussi, faites attention d'être à jour en matière de visibilité des carrières au sein des entreprises, de conseiller, de faire des petits points réguliers. Alors, je ne dis pas de faire ça tous les mois, mais une fois l'année, c'est bien d'aller checker un petit peu l'organigramme de la société, l'organisation interne, les évolutions des postes dans l'année, parce qu'il se peut qu'il y ait des attributions nouvelles qui soient nées par le développement de l'entreprise, et donc d'aller mettre à jour les fiches de poste, éventuellement d'en mettre en place si ça n'existe pas. C'est quand même bien en termes de visibilité parce que ça permet aussi de les mettre à jour et de les faire signer aux salariés en mettant en avant l'évolution des attributions. Et en matière de gestion des emplois, en plus, ça permet aussi de valoriser le salarié quand on lui attribue des attributions supplémentaires ou complémentaires à son activité. Donc ça, c'est encore un petit aparté. Donc ça, c'était en matière de contrat de travail. En matière d'exécution du travail, est-ce qu'il y a des questions relatives au délai de carence avant qu'on continue? Est-ce qu'il y a des questions relatives à l'usage des CDD ou toute autre question qui vous serait venue suite à ce que j'ai évoqué précédemment? Bon, je ne vois rien dans le chat, donc je poursuis. Donc, en matière d'exécution du contrat de travail, j'ai choisi de vous présenter une jurisprudence du 23 juin 2021 qui touche à la notion de la liberté d'expression. Alors, pour moi, c'est un thème d'actualité. Non seulement, bon, vous allez voir l'arrêt un petit peu spécifique que j'ai choisi, mais c'est un thème d'actualité. Parce que en termes de réseaux sociaux, on est dans maintenant une ère numérique, une ère de communication digitale et on a toujours la difficulté en tant qu'employeur de se dire où est-ce que je peux aller sanctionner, est-ce que je ne suis pas dans l'atteinte à la vie privée, est-ce que le salarié, il peut tout dire dans son cercle privé, dans son cercle public. Vous savez qu'il y a beaucoup de jurisprudence, même si je ne vais pas l'aborder ce matin, mais vous avez beaucoup de jurisprudence sur les réseaux sociaux, notamment sur les publications, sur les réseaux sociaux en mode privé, en mode public. Il y a quand même un distinguo qui est fait. Et je rappelle que la jurisprudence a créé vraiment des notions passerelles avec cette notion de fait qui se passe dans la vie personnelle du salarié, mais qui se rattache à la vie de l'entreprise. Notamment, ça peut être le cas si mon salarié commence à manquer de respect à sa société, à son employeur, à injurier son employeur sur les réseaux sociaux avec un mode public, en mode public. Voilà. Donc, et après, il y a la question en mode privé. Parce que si on est en mode privé, mais de nouveau, dans le mode privé,
dans ses amis, entre guillemets, que ce soit sur Facebook ou ceux qui le suivent sur Instagram ou autres réseaux sociaux. Il y a des clients de l'entreprise, des partenaires. Est-ce qu'on est dans le mode privé toujours, ou est-ce qu'on a basculé dans le mode public, même si sur la confidentialité, on aura le mode privé qui est sélectionné. Donc tout ça, ça touche à ces notions-là. Donc là, moi, j'ai choisi un arrêt dans lequel un salarié avait publié une photographie sur Facebook de lui le montrant dénudé, agenouillé dans une église, mais dépourvu de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. Là, ici, la Cour de cassation a décidé que ce ne pouvait pas caractériser un abus dans sa liberté d'expression. Donc, il y a la notion d'abus. Donc, pour pouvoir être sur quelque chose de sanctionnable, il faut que mon salarié soit dans la notion d'abus. Et on vise ici l'article 1121-1 du Code du travail. Donc, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées, toujours cette notion de proportionnalité, au but recherché peuvent être apportées. Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, puisqu'il avait été licencié pour faute grave, ce salarié, l'arrêt, donc la Cour d'appel avait validé le licenciement pour faute grave, c'est la Cour de cassation qui est allée dire non, 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 ici, ce n'est pas justifié. Et pourquoi ce n'est pas justifié? Donc, la Cour d'appel avait retenu que la large diffusion par le salarié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d'accueil, donc accessible ici à tout public, c'est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l'association, aux résidents eux-mêmes, d'une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, était inappropriée et excessive et a caractérisé de sa part un abus dans l'exercice de la liberté d'expression de nature à causer un tort à l'employeur, nonobstant le fait que la photographie a été prise à des fins artistiques, hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée. En statuant ainsi, alors que la photographie dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif ne caractérisait pas un abus dans la liberté d'expression du salarié, la Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait violé donc le texte susvisé. Donc, hop, slide 23. Alors, ici, l'originalité de l'affaire, c'est qu'en l'espèce, c'est la liberté artistique du salarié qui avait été mise en cause. Donc, on rappelle le contexte de l'arrêt. Il s'agissait d'une association des œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, qui est un organisme qui revendique son appartenance à la religion catholique. Elle aurait pu être en droit d'exiger de ses salariés une communion de pensée et de foi avec ses principes, avec un comportement en cohérence avec ceux-ci. Ça, on vise la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de 2012. Cette exigence de loyauté, dite renforcée, et qui peut être mise en place, c'est possible, peut d'ailleurs figurer dans le contrat de travail. Toutefois, même dans une telle entreprise, le pouvoir de l'employeur n'est pas sans limite et des faits relevant strictement de la vie privée du salarié ne peuvent pas justifier son licenciement. Donc là, par exemple, il y a une autre jurisprudence, c'est Cour d'appel de Paris de 1992 à propos d'un licenciement d'un sacristain en raison de son homosexualité. Donc, ils n'ont donc pas certain l'espèce qu'un tel argument aurait de toute façon trouvé un écho auprès de la Cour de cassation si le licenciement l'avait invoqué. Donc, ici, c'est parce qu'on est sur de la liberté artistique que finalement, il n'y a pas d'atteinte à l'employeur de manière directe, que la Cour de cassation est venue dire qu'il n'y avait pas d'abus. Pour autant, un même arrêt, donc là j'ai choisi parce que c'est un peu spécifique, mais pour autant, un même arrêt où un salarié va aller se prendre en photo en mode public, en mettant à mal son entreprise dans le cadre de la photographie qu'il va prendre, là ce sont des faits bien sûr qui sont sanctionnables
par l'employeur. Et pour autant, c'est sur le temps de sa vie privée. Et j'insiste, même si on est sur un mode public, si dans le cadre du mode privé, on a dans ses contacts des partenaires de la société, des clients ou autres, on peut considérer que malgré tout, on n'est pas dans quelque chose de privé, mais qu'on va être dans quelque chose de public. D'ailleurs, même en pénal, vous avez cette distinction sur la notion d'injure. On a l'injure publique, l'injure qui n'est pas publique, privée, la diffamation. On a aussi ces manquements qui sont susceptibles de se placer sur le volet pénal. Et vous, en tant que RH, vous êtes censé justement, au début du dossier, trancher aussi sur la qualification juridique que vous allez retenir et en collaboration et en discussion avec le dirigeant, de savoir si vous allez partir doubler sur un volet disciplinaire social avec un volet pénal éventuellement. Est-ce que vous avez des questions sur ces notions de liberté d'expression ou pas? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez vous exprimer oralement. Il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, on va poursuivre. Donc, en matière d'exécution du contrat de travail, toujours, sur les modalités d'obtention de preuves par le salarié. Alors, vous savez que dans le cadre des contentieux, je vois qu'il y avait une question. De Mireille, bonjour, nous avons eu un souci en novembre avec une employée non vaccinée et obligation d'isolement qui accusait l'employeur de faire la délation sur Facebook. Que pouvons-nous faire? Alors, sur Facebook, déjà, est-ce que c'était en mode public, en mode privé? Si vous en avez eu connaissance, c'est parce que ça a été des propos colportés par d'autres salariés de l'entreprise, je présume, ou c'est parce que c'était en mode public et donc lisible et accessible à tous? En mode public. D'accord. Donc, elle accusait l'employeur, si je comprends bien, de faire de la délation. Donc des propos complètement infondés. Là, vous pouvez le sanctionner. Le problème, c'est que là, vous êtes trop tardive, puisque vous savez que sur les manquements, vous avez 2 mois, c'est la prescription pour pouvoir sanctionner un salarié à partir du moment où l'employeur en a connaissance. Alors, sauf à démontrer que vous n'en avez eu connaissance que plus tard, même si c'était en mode public. À ce moment-là, vous pouvez d'ailleurs vous prémunir ce moyen de preuve, pourquoi pas avec un mail d'un responsable au dirigeant un peu plus tardif pour avertir l'employeur de l'existence de ces propos. Ça pourrait faire glisser un petit peu la prescription. Et donc acter le début du délai de la prescription de 2 mois. Dans tous les cas, ces propos, même sur son temps personnel, sont répréhensibles et peuvent faire l'objet de sanctions, puisque cela porte atteinte à l'image de l'entreprise. C'est aussi, du coup, apparenté à de l'insubordination. Alors, il faut quelle que soit la sanction disciplinaire, je rappelle un peu les bases en matière disciplinaire, se poser la question de l'ancienneté du salarié, de sa fonction, des faits, la gravité et l'existence d'un dossier disciplinaire. On prend tout ça et on essaie d'être proportionné dans notre réponse disciplinaire. Ça, c'est un peu le b.a.-ba. Donc, ça dépend, la gravité ne va pas être appréciée de la même manière selon l'ancienneté de votre salarié, sa fonction, si elle a déjà un dossier disciplinaire et donc les faits en question. Les faits en question sont quand même assez graves. Donc pour moi, ils sont sanctionnables. En plus de ça, se pose la question du pénal, puisqu'on est quand même sur une notion de diffamation, et votre dirigeant peut très bien avoir une action au pénal pour diffamation publique le concernant. Donc, si vous ne souhaitez pas partir au pénal, en tout cas, ce sont des faits sanctionnables. Donc, par contre, attention au délai de prescription.
Donc, par contre, dans la sanction, il faudra bien rattacher la notion de fait personnel qui se rattache à la vie de l'entreprise, hein. C'est une notion de jurisprudence sociale. Voilà, donc je ne saurais trop vous conseiller de vous rapprocher de vos conseils actuels en droit du travail ou en gestion RH pour vous accompagner dans la mise en œuvre d'une telle procédure. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc moi je vais poursuivre. N'hésitez pas à ce que je vois vos messages. Donc, oui, donc vous savez, dans le cadre des contentieux, le salarié va pouvoir. Oui. Juste, Avant de monsieur, poursuivre, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Ah, je ne les vois pas, on donc va vous lui faites bien de donner m'interrompre. Donc, on a autorisé le micro. Il faut activer votre micro, Monsieur Tabot, et je pense qu'on vous entendra. Je n'entends rien. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Non. Sinon, n'hésitez pas à écrire votre question, hein, parce que là, pour le coup, sur le chat, on le voit. Bon, est-ce que c'est monsieur Tabot, c'est ça qui essaie de parler? Est-ce que monsieur Tabot, vous pouvez écrire votre question puisqu'on ne vous entend pas? Est-ce que quelqu'un a un contact avec lui? Parce que moi, je ne le vois pas, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il s'est déconnecté. Il a peut-être eu un problème de connexion. Donc, vous pouvez peut-être continuer. D'accord. Ensuite, donc, si vous le voyez réapparaître, on va lui faire un message pour qu'il écrive sa question. Donc, sur l'exécution du contrat de travail, sur les modalités d'obtention de preuves par le salarié, alors là, on était dans le cadre d'un contentieux prud'homal en référé. Il était question pour un salarié d'aller demander une communication de pièces sous astreinte contre la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait un salarié qui est venu devant le conseil de prud'homme demander aux conseillers prud'homaux d'obliger l'entreprise de communiquer certaines pièces sous astreinte. Voilà. Et c'est allé jusque devant la Cour de cassation qui est venue dire que c'était possible puisque la Cour d'appel l'avait débouté, le salarié, en disant qu'il n'avait pas demandé de communication de pièces sous astreinte, alors que le procès, parce que là c'était une demande en référé. Alors pour rappel, les actions en référé, ce sont des procédures d'urgence qui ne sont pas susceptibles de poser difficulté. Sinon, on saisit ce qu'on appelle au fond. Et là, on a un contentieux plein, donc il va avoir un calendrier classique. On n'est plus dans une procédure d'urgence. Le référé est une décision d'urgence qui ne doit pas poser à débat. Voilà. C'est par exemple, je n'ai pas reçu mon salaire. J'ai mon salaire tous les mois et 10 jours plus tard, j'ai toujours pas reçu. J'ai fait un mail employeur, une LR, j'ai toujours rien. 3 semaines après, j'ai toujours rien. Je n'ai pas envie de demander la rupture de mon contrat de travail parce que d'ailleurs, ça pourrait fonder une prise d'acte ou une demande de résiliation judiciaire. Hein. Mais
mais du coup, je vais aller saisir en référé. Ça peut être, bon là ici, ce n'est pas le cas, parce que quand on demande des pièces complémentaires, on a besoin d'aller vérifier nos dires. Ça veut dire que je pense que, mais je n'ai pas les éléments pour le prouver. Donc, je demande au conseiller prud'homo d'obliger l'entreprise à produire certaines pièces. La Cour d'appel avait débouté le salarié parce qu'il n'y avait pas d'action au fond, donc dans le contentieux plein. La Cour d'appel, elle, a dit qu'on ne pouvait pas débouter le salarié, même s'il n'avait pas encore saisi du procès en vue duquel la mesure d'instruction était sollicitée, et que la circonstance qu'il agisse en vue d'une action au fond relative à une situation de discrimination ne privait pas d'intérêt sa demande. Donc, attention, puisque ça veut dire quoi en pratique? C'est que le salarié, même s'il n'a pas les éléments qui prouvent ce qu'il avance, ça ne veut pas dire déjà que ce n'est pas vrai, et ça ne veut pas dire aussi qu'il n'a pas des moyens de forcer l'entreprise à communiquer certains éléments pour étayer sa demande après coup. Alors, Monsieur Tabot, n'hésitez pas à écrire votre question, hein, si entre deux, vous pouvez. Donc, je continue. En matière de téléphone professionnel et sanctions disciplinaires, l'employeur est fondé à reprocher à son salarié la non-communication à première demande du code de verrouillage qu'il a enregistré dans le téléphone professionnel qui lui a été confié, bloquant ainsi l'appareil et le rendant inutilisable lorsqu'il a été restitué. L'avertissement notifié au salarié pour ce motif est donc justifié. Ça, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2021. Alors, c'est souvent une question qui arrive au moment de la rupture du contrat de travail. Déjà parce qu'on a des problèmes de restitution de matériel, et je fais un petit aparté. Il est important dans vos contrats de travail de prévoir des clauses de restitution de matériel, donc de prévoir une clause spécifique au matériel de l'entreprise mis à disposition aux salariés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, en précisant bien qu'au moment de la rupture du contrat de travail, sans que ce soit fait à la demande de l'entreprise, ou même en matière de suspension du contrat de travail, le salarié devra, alors que ce soit proportionné sur la suspension, hein, il y a quand même une petite distinction à établir, mais le salarié va devoir restituer le matériel de l'entreprise. Alors, restituer le matériel, c'est bien, mais si ce matériel, il ne le... Alors, excusez-moi, pour le coup... si le matériel, il n'est pas comment dire, utilisable par l'entreprise, le salarié se place en faute. Rendre le téléphone, c'est bien, mais s'il ne donne pas le code pour le déverrouiller et donc accéder aux données professionnelles, l'employeur, c'est inutilisable. Et donc, c'est souvent des questions qu'on a. Mon salarié, il est en maladie, il est responsable, j'ai besoin de son ordinateur, parce que moi, j'ai besoin de son téléphone professionnel pour garder contact avec les clients. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux lui demander? Est-ce que je peux le forcer à rendre le matériel en attendant? Alors voilà, donc bien sûr, attention de ne pas tomber dans des conditions vexatoires en matière de rupture du contrat, hein. Là, on est pour continuer à organiser l'entreprise, permettre le fonctionnement de l'entreprise. On n'est pas, je veux me débarrasser de mon salarié, je veux plus qu'il ait de contact avec l'entreprise et il me rend tout ce que je lui ai donné. Là, attention, parce qu'on placerait sur des conditions vexatoires. Et d'ailleurs, on se placerait en train de faire la bande-annonce d'un projet de licenciement. Et pour le coup, ce n'est pas du tout validé par la Cour de cassation, bien au contraire, hein. Donc attention, là, ça vise le cas ici d'une suspension du contrat de travail et d'un salarié qui ne coopère pas, et ça met à mal le fonctionnement de l'entreprise. Oui. Sur Monsieur Tabot s'est reconnecté. Je pense qu'il a des problèmes de connexion. Sur la rupture du contrat de travail,
Donc, on a un arrêt du 4 novembre 2021. Donc, c'est l'arrêt A contre Société Laguiole Tradition. Donc, la question dans cet arrêt, c'était est-ce que la rupture conventionnelle avec un salarié qui se plaint de harcèlement est-elle valable? Donc, l'employeur qui manque à son obligation de protection du salarié victime de harcèlement sexuel met l'intéressé dans une situation le contraignant à accepter la rupture conventionnelle. Ce vice du consentement justifie l'annulation de la rupture selon la Cour de cassation. Alors, vous savez qu'en matière de rupture conventionnelle, alors elles sont contestables, hein. Elles sont d'ailleurs contestées. Ce n'est pas le plus gros de notre contentieux, mais elles sont contestées. On en a régulièrement. Et d'ailleurs, celles qui sont contestées, c'est celles où il n'y a pas de protocole d'accord rédigé. On est sur le minimum légal avec le CERFA principalement, donc ce qui est très insuffisant, puisque dans la moitié des ruptures conventionnelles, il y a un contexte qui vient amener la rupture amiable du contrat de travail, que ce soit un différend, que ce soit même du disciplinaire, des difficultés économiques ou autres. Dans ce cadre-là, la rupture conventionnelle, il faut la sécuriser. D'ailleurs, en matière disciplinaire, j'insiste, on peut faire une rupture. Dans un contexte disciplinaire, il n'y a pas de souci, mais on ne fait pas une rupture conventionnelle tout de suite. Quand j'ai des griefs sérieux à l'encontre de mon salarié, et que surtout je l'ai matérialisé par un entretien, par des mails, voilà, le contexte disciplinaire est quand même déjà établi. La Cour de cassation, elle est venue dire que la rupture conventionnelle, elle peut avoir lieu, mais après l'entretien préalable disciplinaire. Parce que sinon, si je fais venir mon salarié en lui disant « Écoutez, maintenant j'ai appris ça, vous avez fait ça, vous me signez la rupture ou je vous licencie pour faute grave », à ce moment-là, je force la main à mon salarié. Et la Cour de cassation, elle est venue dire que le salarié doit consentir avec un consentement libre et éclairé. C'est du droit des contrats, ça c'est du droit, j'allais dire, commun. Donc c'est du droit civil, hein. Donc, il doit consentir, et pour consentir librement, il doit savoir ce qu'on lui reproche. Et pour qu'il sache ce qu'on lui reproche, eh bien, il faut qu'il y ait eu un débat contradictoire, ce qui est l'objet même de l'entretien préalable. Donc, si j'en veux à mon salarié pour X choses, c'est fondé, il n'y a pas de débat, hein, et même si c'était fondé, il y a des ruptures qui ont été requalifiées dans ce que je viens de vous dire avant. Donc, si j'en veux à mon salarié, je le convoque à un entretien préalable, je m'explique avec lui sur les griefs que j'ai à son encontre et seulement après, je lui proposerai, et après le délai de réflexion, je lui proposerai éventuellement une rupture amiable. J'effectuerai un protocole d'accord et je passerai, si besoin, par un professionnel. Et dans le cas de ce protocole d'accord, je vais rappeler la procédure disciplinaire qui a été mise en place et différents griefs. Comme ça, je vais purger tout risque de contestation. Puisque vous avez des ruptures amiables qui sont contestées, même avec des protocoles d'accord, certaines sont contestées, même si c'est rare, ça peut arriver. Donc, ici, c'est bien la notion de consentement que la Cour de cassation va rappeler. L'employeur qui ne va pas réagir à des accusations de harcèlement, qui va laisser perdurer une situation et qui va proposer au salarié une rupture conventionnelle. Dans tous les cas, si le salarié n'avait pas accepté la rupture conventionnelle, il serait toujours soumis à une situation de harcèlement. Donc la Cour de cassation vient de dire ici que finalement, il n'a pas eu vraiment le choix. Donc, il était obligé, contraint d'accepter cette rupture amiable pour échapper à une situation où l'employeur était en violation de son obligation de sécurité à son égard. Donc, la rupture ne pouvait pas être valable. Alors, en matière de harcèlement, et même en matière de harcèlement moral et sexuel d'ailleurs, à partir du moment où l'employeur va mettre en place les diligences qui s'imposent, faire une enquête, prendre tout de suite les mesures pour pouvoir faire cesser tout risque de harcèlement, etc., on pourra quand même après conclure une rupture amiable avec le salarié en question. Ça ne pose pas de difficulté. Mais il faut faire les choses dans l'ordre.
et ne pas se placer sous un risque de requalification pour vice du consentement, puisque les ruptures conventionnelles, les motifs pour les contester sont fondés sur le vice du consentement, et en matière de vice consentement, on va se placer systématiquement sur le harcèlement. Il faut le savoir. Donc là, ici, on avait une salariée vendeuse qui a informé son employeur de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, responsable de la boutique. Aucune mesure de prévention ou de protection n'avait été mise en œuvre à la suite de ce signalement. C'est dans ce contexte qu'une rupture amiable avait donc été conclue. Elle avait saisi le conseil de prud'homme pour vice du consentement, avec donc en mettant en avant le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement. Pour les juges du fond, approuvé par la Cour de cassation, dans la mesure où la poursuite de l'exécution du contrat de travail était susceptible de mettre en danger la salariée, cette dernière n'a pas eu d'autre choix que d'accepter la rupture. En d'autres termes, son consentement à la rupture n'était pas libre et éclairé. Les juges ont ainsi mis en évidence l'existence d'une violence morale de nature à vicier la rupture conventionnelle. Est-ce qu'il y a une question? Alors oui, je vois qu'il y a un message qui s'est affiché. Oui, de l'entreprise Sapoval. Bonjour. Dans le cadre où la rupture conventionnelle est à l'initiative du salarié qui souhaite partir, la raison de la rupture conventionnelle doit-elle être inscrite sur le protocole d'accord? Alors, dans le protocole d'accord, même si c'est le salarié qui veut partir, alors déjà, quand le salarié veut partir, on lui demande de le mettre par écrit. Il vous fasse un mail ou un courrier écrit en mettant bien qu'il désire partir. Donc, c'est lui qui a l'initiative de la mise en œuvre de la procédure. Donc, ça, c'est un petit rappel. Et dans le cadre du protocole d'accord, on va rappeler que par courrier ou par email en date du, le salarié a formulé une demande de rupture amiable. Suite à ça, l'employeur a mis en place un premier entretien. Alors, il faut savoir que la loi en impose un, mais dans tous nos procédures, nous, au cabinet FIDAL, on met en place au moins 2 entretiens pour puger tout risque lié au vice du consentement, puisque un salarié qui a eu 2 entretiens, bon déjà, il a un peu plus de temps pour réfléchir, c'est un peu plus dur d'aller dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Voilà. Donc, on va mettre en place, on va rappeler dans le protocole qu'il a été invité, parce qu'on n'est pas sur une convocation, il a été invité à un entretien formel en date due, suite à son courrier ou à son email en date due. Ils se sont rencontrés une première fois, il y a eu peut-être un deuxième entretien, et suite à ça, donc, le protocole d'accord a été mis en place, etc. Donc, ça va être dans le préambule du protocole d'accord. Voilà. Mais même, vous savez, hein, des ruptures conventionnelles, pour en avoir vu de salariés qui veulent la rupture conventionnelle, certaines sont contestées au prud'homme. On a des contentieux, ça me rappelle un contentieux où il y avait une salariée qui avait demandé à partir parce que ça se passait mal dans l'entreprise, mais pas avec l'employeur. Elle avait eu une relation personnelle avec son supérieur. Et je répondrai à votre question juste après, je l'ai vu. Et donc, l'employeur, en plus de ça, il y avait eu des manquements. L'employeur avait fermé les yeux, lui a accordé la rupture amiable. Elle est allée contester après, alors que c'était elle qui l'avait voulu, qui avait harcelé l'employeur pour l'avoir. Et on est quand même, en ce jour, encore au prud'homme sur ce cas d'espèce. Donc, ça arrive. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir tous les réflexes. Donc, je vois que vous complétez. Vous dites que voilà, il n'y a pas eu le salarié, vous n'êtes pas sûr qu'il ait formulé la demande. Alors, est-ce qu'il y a un risque de requalification? Il y a un risque de requalification si le consentement est vicié, mais bien sûr, à charge pour le salarié d'aller démontrer, d'apporter la preuve que son consentement était vicié. Le risque de requalification, il va se situer là. Ce n'est pas forcément parce que vous ne l'avez pas mis dans le protocole d'accord que ce sera requalifié. Hein, il faut quand même que le salarié démontre pourquoi son consentement ait été vicié. C'est ce qu'il essaiera de démontrer devant les prud'hommes. Donc ça, c'est en matière de rupture conventionnelle.
Donc, je continue. En matière maintenant de protection, on a l'arrêt du 1er décembre 2021 par lequel la Cour de cassation a rappelé que la protection absolue de la salariée cesse à la fin de son congé de maternité. Alors, vous, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais pendant le congé de maternité, on a une protection dite absolue. Et après le congé de maternité, vous savez qu'on a la période de protection de 10 semaines. La Cour de cassation est venue rappeler que cette protection de 10 semaines est une protection dite relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur pouvait sanctionner pour faute grave, non liée à la grossesse ou à l'accouchement, bien sûr, pour faute grave, la salariée pendant cette période de protection de 10 semaines, puisqu'on est sur une protection dite relative et non une protection absolue. Donc ici, cette protection relative, c'est ce qui était prôné. L'employeur peut rompre le contrat de travail du salarié pour faute grave non liée à son état de grossesse pendant les 10 semaines suivant l'expiration de son congé de maternité, même si cette salariée est en arrêt maladie. Vous savez que l'arrêt maladie ne protège pas le salarié d'une procédure disciplinaire à son encontre, parce que certains salariés dès qu'ils sentent un petit peu que le climat commence à changer, se mettent en arrêt en pensant se mettre à l'abri de toute représailles de l'employeur. Ce n'est pas parce qu'ils sont en arrêt de travail qu'ils vont être protégés d'une procédure disciplinaire. Si on est en AT-MP, accident du travail ou maladie professionnelle, à ce moment-là, on peut quand même mettre en place une procédure disciplinaire en se plaçant sur la faute grave. Par contre, en effet, dans le cas d'un AT-MP, on ne pourra pas sanctionner de la même manière qu'en matière de maladie simple, dite ordinaire, en tout cas d'origine non professionnelle. Donc, slide 28, en matière toujours de rupture du contrat de travail, Monsieur Tabot nous dit qu'il va pouvoir enfin nous poser ces questions, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez les poser. J'avance, mais je ferai une pause pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les écrire. Donc, en matière de rupture du contrat de travail sur la clause de non-concurrence, la renonciation tardive de l'employeur ne le dispense pas de son obligation de verser aux salariés la contrepartie pécuniaire, et c'est un arrêt du 13 octobre 2021. Cet arrêt, je l'ai choisi parce qu'il est particulièrement sévère à l'égard de l'employeur, et vous savez qu'en matière de clause de non-concurrence, ça ne pardonne pas. On a de la jurisprudence qui est très stricte, puisqu'il est très compliqué pour l'employeur de s'en libérer s'il a oublié de le faire. Il ne peut pas s'en libérer s'il a oublié de le faire. Donc, attention dans vos contrats de travail aux clauses de non-concurrence. Attention, surtout au moment de la rupture, de ne pas oublier de lever la clause de non-concurrence si vous ne souhaitez pas l'appliquer. Vous pouvez engager votre responsabilité si vous ne le faites pas. Et sachant que souvent les clauses prévoient la manière de décharger l'employeur de la clause. Donc, il faut faire attention et à la clause contractuelle prévue au sein du contrat de travail et aux dispositions également conventionnelles. Donc, ça c'est le petit rappel. Mais ici, pourquoi c'est un arrêt sévère? Puisque la Cour de cassation est venue dire que c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait ni levé la clause de non-concurrence, ni versé aucune somme au titre de la contrepartie financière avant la tenue de l'audience du Conseil de prud'homme du 18 novembre 2016, a apprécié souverainement la portée de l'accord intervenu lors de cette audience et constatant le respect par le salarié de la clause, condamner l'employeur à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Alors ici, c'est sévère parce qu'il y avait eu un accord postérieur amiable entre les parties pour lever la clause. Donc, on a une clause, l'employeur ne l'a pas levée, il ne l'a pas payée, le salarié a respecté la clause, ils étaient devant les prud'hommes quelques mois après, ils se sont mis d'accord pour lever ensemble la clause et la Cour de cassation, elle vient dire, donc Cour d'appel également, mais ça a été validé par la Cour de cassation, elle est venue dire, même s'ils se sont mis d'accord, c'est une renonciation tardive, l'employeur, il doit verser la totalité de la contrepartie financière, puisque le salarié, lui, il avait bien respecté sa part
et que l'employeur, même s'il ne l'avait pas versé, eh ben, il est tenu de respecter la clause. Donc, là, vous voyez, même un accord amiable ultérieur ne libère pas l'employeur. Donc, il ne faut absolument pas louper le coche de la libération du salarié au moment de la rupture du contrat de travail si vous ne le souhaitez pas. On entend communément, oui, on a une cause de non-concurrence, mais si l'employeur ne la paie pas, elle n'est pas valable. Eh bien ici, attention, vous ne la payez pas, certes, mais si le salarié, lui, respecte la clause de non-concurrence, il est en droit de saisir après et de demander le paiement total de la clause de non-concurrence. Donc, ce n'est pas parce que cette clause ne peut pas être soulevée par le salarié dans le cas d'un contentieux. Et petit aparté, pour l'avoir vu dans le cadre de contentieux sur des dossiers que je n'avais pas suivis en conseil et que j'ai récupérés en contentieux, quand vous avez des rachats d'entreprise, des cessions avec des transferts de contrats de travail au titre de 1224-1 du Code du travail, donc avec un transfert automatique des contrats de travail, au moment du transfert, le nouvel employeur souvent va contractualiser avec les salariés repris, donc va faire un nouveau contrat de travail. S'il y avait des clauses de non-concurrence, c'est le moment de les lever si vous ne voulez pas les avoir. Si vous ne les citez pas dans le nouveau contrat de travail, elles ne sont pas pour autant levées. Et si à un moment donné, vous allez rompre le contrat de travail avec le salarié, la jurisprudence est claire sur la question, la clause est basculée au repreneur, même s'il ne l'a pas mentionné dans le nouveau contrat de travail. Et de ce fait-là, si la clause n'est pas levée au moment de la rupture du contrat de travail, parce qu'on considère que la clause a été transférée de plein droit, si elle n'est pas levée, à ce moment-là, elle est due, et elle est due en totalité. Et on peut avoir des contentieux avec des dizaines de milliers d'euros d'enjeux, avec des contrats transférés et dont la rupture va intervenir 3-4 ans après. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait des clauses de non-concurrence prévues initialement avec l'ancien employeur qui n'ont pas été levées ou rien n'avait été dit avec le nouvel employeur dans le contrat de travail et pour autant qui était toujours valable. Donc, ce n'est pas parce que vous ne les remettez pas dans le contrat de travail que ça veut dire que vous y renoncez. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Alors, sur la durée du travail maintenant, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Sur la durée du travail, donc temps partiel, attention requalification en temps plein, on a un arrêt du 15 septembre 2021 qui est très intéressant parce qu'il est venu préciser que l'appréciation du dépassement s'entendait sur la semaine. Donc, si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires, travaille plus de 35 heures au cours d'une semaine, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein à compter de ce dépassement, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement. Vous savez bien qu'en matière de temps partiel, il est plus intéressant d'aller fixer un nombre d'heures au mois pour pouvoir avoir le dépassement en termes d'heures complémentaires calculées sur le mois et non à la semaine. Donc, ça donne plus de souplesse, plus de liberté à l'employeur de répartir ces heures complémentaires sur le mois et non à la semaine. Alors, même si c'est moins contraignant, pour autant, le salarié, même si on est sur un décompte mensuel, le salarié ne doit pas dépasser la durée légale à la semaine. Sinon, le risque encouru, c'est la requalification à temps plein. Donc, ici, je passe, que je viens de vous le résumer. Donc ici, on avait le salarié qui avait effectué 36h75. Ce n'est pas grand-chose, mais à partir du moment où on dépasse, c'est requalifié. Donc, pareil, on a un arrêt du 8 septembre 2021 en matière de recours systématique des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne peuvent pas être utilisées pour augmenter la durée hebdomadaire de travail, auquel cas il s'agit d'une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir qu'avec l'accord express du salarié. Vous savez qu'en matière d'heures supplémentaires, l'employeur est libre de pouvoir demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est récurrent systématique, on n'est plus sur des heures supplémentaires, on est sur une modification du contrat de travail. Et c'est ce qu'ici, la Cour de cassation va mettre en avant
puisque on avait un artisan qui imposait à un salarié d'effectuer 50 minutes supplémentaires par jour, ce qui portait la durée du travail de l'intéressé à 39 heures au lieu des 35 heures prévues au contrat de travail. Le salarié a refusé et a quitté son travail à l'heure initialement convenue. Après plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire, il est licencié pour faute grave. L'employeur lui a reproché de ne pas respecter l'horaire collectif de travail. Ici, la Cour de cassation n'a pas donné raison à l'employeur puisqu'elle est venue relever le caractère systématique du recours aux heures supplémentaires qui a donc modifié le contrat de travail puisqu'on a modifié la durée du travail, la portant à 39 heures au lieu de 35 heures contractuellement prévues. Et donc ici, il fallait l'accord express du salarié. Le refus du salarié ne saurait être considéré comme une faute. Alors, on avait dans une ancienne affaire la Chambre sociale qui avait déjà considéré que le caractère systématique des heures supplémentaires imposées à un salarié le samedi pouvait constituer une modification du contrat de travail. Ici, elle confirme du coup sa position jurisprudentielle qu'elle avait initiée antérieurement. Donc, après par le salarié de son droit à congé payé. On a un arrêt du 22 septembre 2021 qui est intéressant puisque même s'il rappelle un principe connu, il le rappelle dans le cadre de la présence d'une caisse de congé payé. Et en cela, c'est un arrêt spécifique qui mérite d'être vu. Donc, principe, plus de substitution automatique par la caisse des congés payés. C'est un revirement partiel jurisprudentiel. Et c'est pour ça que c'est un arrêt important qui a d'ailleurs été largement commenté. Et je vous invite à aller en prendre connaissance. Donc, c'est l'arrêt du 22 septembre 2021, notamment si votre secteur d'activité requiert une caisse, par exemple, dans le bâtiment. Mais c'est aussi dans le cadre du transport. Donc, un salarié licencié pour inaptitude et réclame une somme à titre de rappel des congés payés non pris correspondant à la période de maladie professionnelle. Argumentation, donc l'obligation de régler l'indemnité de CP qui devait peser sur l'employeur, que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs s'affilient obligatoirement dans certaines branches constitue une simple modalité d'application des dispositions de droit commun relatives aux congés payés. La Cour de cassation ici est venue casser l'arrêt de la Cour d'appel en disant qu'il y a donc lieu de juger désormais qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés interprétée à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, c'est une directive européenne, de prendre des mesures propres à assurer aux salariés la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congés payés auprès de la caisse de congés payés et en cas de contestation, de justifier, c'est l'employeur, qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. Donc, c'est la slide 34. La Chambre sociale, en fait, elle rappelle la jurisprudence de l'Union européenne sur la question, puisque l'employeur est tenu de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l'incitant au besoin formellement à le faire, tout en l'informant de manière précise et en temps utile pour garantir que les dits congés soient encore propres à garantir à l'intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s'il ne peut pas les prendre, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d'une période de report autorisée. La charge de la preuve pèse sur l'employeur. La nouveauté dans ce que je vous disais, c'est que le principe est posé en présence d'une caisse de congés payés. En matière de représentants du personnel, je ne m'arrête pas si je ne vois pas de questions dans le chat. En matière de représentants du personnel, donc on a un arrêt du 29 septembre 2021 qui vient déterminer le périmètre de désignation d'un délégué syndical. Donc là, je m'adresse plus aux sociétés qui ont donc forcément des DS au sein de leur entreprise. Donc, à défaut d'avoir prévu des dispositions spécifiques dans le cadre d'un accord collectif, les syndicats sont habilités à désigner un DS dans chaque établissement répondant à la définition d'établissement distinct, donc au sens de l'article 2143-3 du Code du travail,
à savoir un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ce périmètre peut être plus restreint que celui du CSE et c'est en cela que cet arrêt est intéressant. Donc, le découpage de l'entreprise retenu pour la mise en place des CSE d'établissement ne peut pas empêcher la désignation d'un DS à un niveau inférieur constituant un établissement distinct au sens du droit syndical, donc au sens des dispositions légales que je viens de citer. Maintenant, représentant du personnel en matière de désignation d'un expert par le CSE et la notion de risque grave, on a un arrêt du 7 juillet 2021 donc, qui a rappelé que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave identifié actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Il appartient au CSE de démontrer ce risque grave par la production d'éléments précis et probants. Je vous rappelle que le CSE peut ester en justice. Il a notamment une personnalité civile, juridique, une personnalité juridique et une responsabilité civile à partir de 50 salariés. Donc, la qualification de risque grave ici dans notre arrêt avait été écartée. Pourquoi ? Puisque les éléments étaient trop vagues. On avait 2 mentions portées sur le registre d'hygiène de sécurité et de conditions de travail. L'une faisait état d'éléments étrangers à la réorganisation et l'autre ne visait aucun fait précis. De ce fait-là, la délibération décidant du recours à l'expertise a été donc annulée par la Cour de cassation. En matière de rémunération, on a cet arrêt du 15 septembre 2021 sur la notion de frais professionnels en présence d'indemnités de grand déplacement. La Cour de cassation est venue dire que le covoiturage ne constitue pas un moyen de transport en commun au regard de la question des frais de déplacement et des indemnités de grand déplacement. Donc, vous savez que les CCN du 8 octobre 90 étendues dont il est question en l'espèce ont été remplacées par 2 nouvelles CCN du 7 mars 2018, applicables à compter du 1er juillet 2018. Toutefois, s'agissant des indemnités grand espacement, la référence aux moyens de transport en commun utilisables a été reprise dans les CCN de 2018. La jurisprudence présentée ici s'applique donc également à la nouvelle version des conventions collectives. Se fondant sur cette disposition conventionnelle, un ouvrier réclamait en justice le bénéfice de ces indemnités au motif que les seuls transports en commun existants impliquaient un temps de trajet ne permettant pas le respect de l'horaire de l'entreprise avec une prise de travail à 7h30. De son côté, l'employeur arguait de l'existence d'un moyen de transport en commun mis à la disposition de l'ouvrier par le département du Puy-de-Dôme, donc à savoir un réseau de covoiturage. Toute la question était donc de savoir si le covoiturage constitue ou non un moyen de transport en commun. La réponse de la Cour de cassation est limpide. Elle répond par la négative puisque les juges se réfèrent à l'article 3132-1 du Code des transports qui définit le covoiturage comme l'utilisation en commun d'un transport terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers effectué à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Ils en déduisent que le covoiturage n'est pas un moyen de transport en commun et que l'ouvrier était fondé à réclamer les indemnités de grand déplacement conventionnelles. Donc ici, est-ce que on s'interroge sur la portée de cet arrêt, est-ce que cette décision est transportable en droit de la sécurité sociale ? En vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002, tout salarié empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant son lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km aller ou retour et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 aller ou retour est en situation de grand déplacement. L'employeur peut alors prendre en charge les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement exposées, soit en le remboursant intégralement, soit en lui attribuant une allocation forfaitaire destinée à compenser ces dépenses supplémentaires de logement et de nourriture. La décision prise par les hauts magistrats le 15 septembre était transposable à ce cas de figure. On peut supposer que cette jurisprudence s'applique aussi dans cette situation. Le salarié pourrait bénéficier d'un remboursement de frais en dépit de l'existence d'un réseau de covoiturage. Une confirmation jurisprudentielle ou administrative serait toutefois
appréciable. Donc, on tire une conclusion, mais on est prudent avec notre propre conclusion. Hein, ça mérite confirmation. En matière de rémunération, donc, on a un arrêt du 29 septembre qui traite de la prime sur objectif, qui vient dire que si une prime portant sur une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, par contre, elle ne peut pas être subordonnée à une condition de présence postérieure à la date de versement. Ici, on avait un licenciement qui est intervenu le 19 octobre 2010. Le salarié a réclamé le paiement de ses primes sur objectif qui avaient été contractualisées dans son contrat de travail. L'employeur avait mis dans la clause contractuelle que le versement de la prime était subordonné à la présence du salarié au 31 décembre de l'année considérée. La Cour de cassation est venue dire ce n'est pas possible. C'est pas parce que vous l'avez prévu dans le contrat de travail que ça c'est licite. La clause prévoyant le versement et l'octroi des primes ne peut pas porter en elle une condition de présence postérieure à la date de son versement. Donc, c'est en fait la notion de l'ouverture du droit, l'octroi du droit, et quand est-ce qu'il est attribué. Si entre deux, le salarié, il est sorti, mais pour autant, le droit, il a été acquis, il est dû. Donc, l'employeur ne peut pas se dédouaner de son obligation en prévoyant justement la présence du salarié au 31 décembre. Ceci dit, c'était bien pensé. On aurait pu le tenter, mais la Cour de cassation allait venir, c'est pas possible. En matière de contrôle URSSAF, et j'en terminerai avec les contrôles URSSAF, on a eu plusieurs jurisprudences qui sont venues apporter des points de précision. On a la deuxième chambre civile du 8 juillet 2021 qui est venue donc dire que c'est la Cour de cassation qui énonce formellement pour la première fois qu'une irrégularité dans la procédure de contrôle URSSAF n'entraîne pas forcément la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement, que si elle affecte chacun des chefs de redressement envisagés. Ici, on avait essayé de faire tomber en fait toute la procédure de contrôle en invoquant du coup un vice de procédure. Et ici, la Cour de cassation est venue dire que la totalité de la procédure n'était pas viciée, seule une partie de la procédure était irrégulière. Et donc, on ne pouvait pas remettre en cause la totalité de la procédure. Bon, c'est très favorable aux URSSAF comme décision et donc moins favorable aux entreprises. En matière de vice de forme dans le cadre du contrôle, pareil, on a une décision de la Cour d'appel d'Amiens qui est intéressante du 17 septembre 2021 qui est venu préciser que l'URSSAF qui prévoit d'utiliser des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation doit adresser cette proposition et les documents qui l'accompagnent aux représentants légaux de la société et non à son directeur administratif et financier. Alors, on a l'arrêt qui est mis en bas des slides. Je trouvais que cet arrêt était intéressant. Parce qu'en fait, on était sur la notion de l'interlocuteur de l'URSSAF. Et donc ici, en effet, il y avait un vice de forme, puisque en fait, on s'adressait au DAF de l'entreprise et on ne s'adressait pas au représentant légal. Alors, je vous invite à aller consulter cet arrêt. Bon, là, je ne vais pas m'étendre parce qu'on est déjà à 10h36, donc je vais essayer de terminer. Enfin, en matière de contrôle URSSAF, on a aussi une jurisprudence du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 8 octobre 2021 en matière de transmission de pièces. La société peut produire des pièces complémentaires lors de son recours en contestation du redressement notifié par l'URSSAF, malgré le fait qu'elle n'ait pas été produite lors de la phase contradictoire de contrôle. Ici, l'URSSAF soulevait qu'il n'était pas possible pour l'employeur de communiquer des pièces qui n'avaient pas été communiquées dans le cadre de la phase préalable de contrôle. Le tribunal a bien naturellement, heureusement, décidé du contraire. Et c'est un arrêt intéressant parce que ça permet en effet de remettre l'importance, enfin de centrer sur l'importance du débat contradictoire.
C'est pas parce que dans le cadre de la phase de contrôle, tous les éléments n'ont pas été produits que dans le cadre de la phase contentieuse, l'employeur ne peut pas compléter avec des éléments complémentaires ou supplémentaires par rapport à ce qu'il a produit initialement. J'en termine avec, ah non, il me reste encore 2 slides. Non, un petit peu plus, je vois. Donc, en matière de pouvoir disciplinaire, la qualité de la personne représentant l'employeur et le pouvoir licencier, ça c'est important pour les groupes. C'est un arrêt, même j'allais dire, très important. Du 20 octobre 2021, la Cour de cassation est venue rappeler que le DRH d'une filiale d'un groupe ne peut pas être mandaté pour licencier un salarié d'une autre filiale. Alors, ça s'explique dans un contexte. Pour autant, c'est quand même un petit point de vigilance. Pour ceux qui ont des DRH qui sont placés dans certaines sociétés filiales d'un groupe et qui, pour autant, ont des délégations plutôt extensibles, élargies aux autres sociétés du groupe. Donc, la finalité même de l'entretien préalable, les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère, et c'est ce que la Cour de cassation vient mettre quand même, une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Dans cette affaire, la Cour de cassation retient qu'en principe, le DRH d'une filiale d'un groupe ne peut pas être mandaté afin de licencier le DG d'une autre filiale. Néanmoins, la haute juridiction précise qu'en l'espèce, il n'était pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société qui emploie le DG relevait des fonctions de la directrice des ressources humaines de l'autre filiale, ni que cette dernière exerçait un pouvoir sur la direction de cette filiale sœur. Donc, c'est donc à bien mettre en perspective avec les faits de l'espèce. Il ne faut pas en faire un principe sans mettre le cas d'espèce en perspective, puisque ça veut dire que le DRH d'un groupe peut quand même licencier un salarié d'une autre filiale. Pour autant, faut-il que lui-même soit le DRH reconnu du groupe avec une délégation sur la globalité des sociétés du groupe et donc avec un réel pouvoir de direction. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il n'est pas légitime à aller, il n'a pas donc le pouvoir disciplinaire sur la société filiale. Hein. En matière de santé et sécurité, donc là, on a un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 septembre 2021. En cas d'absence injustifiée du salarié lors d'une contre-visite médicale diligentée par l'employeur, celui-ci est dispensé de l'obligation de verser l'indemnité complémentaire, donc le maintien de salaire. Alors, ici, on avait un salarié avec une autorisation de sortie qui était arrêté. Il a avec une information de l'employeur par le salarié qu'il allait organiser une contre-visite. Lors de cette contre-visite, le salarié n'était pas là, donc il est considéré en absence injustifiée. De ce fait-là, l'employeur peut faire une retenue sur salaire. Et là, on avait un médecin contrôleur qui avait attesté qu'il n'avait pas pu accéder au domicile du salarié, faute de disposer du digicode de l'immeuble, et que son appel sur le téléphone mobile de l'intéressé était resté sans réponse. L'employeur était donc fondé à pratiquer une retenue sur le salaire dès lors que le salarié n'a pas justifié de sa présence à son domicile, ni de la communication à son employeur des éléments permettant une contre-visite. Alors, j'en ai terminé. Je pense être à peu près à l'heure. J'ai un peu débordé. Est-ce qu'il y a des questions ? On avait une main levée de Monsieur Tabot, mais je crois qu'il s'est déconnecté. Oui. Sinon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres personnes ? Non, il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je pense que de toute façon, comme vous avez dit, l'intervention a été filmée. Le support, je pense qu'aussi sera communiqué. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi ultérieurement si vous avez besoin de précisions sur des cas particuliers. Ce sera avec plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et merci encore à la CCI d'avoir permis
parmi cet atelier. Je ne sais pas si Madame Vinet, vous voulez conclure. Oui, on voulait vous apporter quelques précisions avant de conclure, sur notamment l'offre d'accompagnement de la CCI en matière RH. Laetitia, je te laisse peut-être la main là-dessus. Effectivement, donc vous pouvez donc nous contacter soit par mail, soit par téléphone pour poser toutes vos questions. Effectivement, suite à l'atelier, vous allez recevoir donc un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à mettre votre adresse email pour pouvoir recevoir la newsletter. Ensuite, nous proposons également un diagnostic RH donc d'une valeur qui a été mise à jour de 650 € par jour. La durée de l'action s'établit entre 2 et 5 jours selon la taille de l'entreprise. Donc ça inclut un état des lieux en fait des pratiques RH de votre entreprise, la restitution des livrables qui est composée d'une cartographie des compétences et des pratiques RH, de nos préconisations et d'un plan d'action pour optimiser donc la gestion RH de votre structure. On vous accompagne aussi individuellement pour le montage de dossiers de financement auprès de la région, donc ce sont des contrats RH. Et ensuite, donc, nous allons donc à partir du premier semestre sur des thématiques suivantes: élaboration de vos fiches de poste, recruter efficacement, piloter des entretiens professionnels et mettre en place un CSE, organiser donc des ateliers collectifs. Voilà. Donc, vous pouvez nous faire parvenir toutes vos demandes sur une seule adresse, donc rh@tarn.cci.fr. Voilà. Le prochain atelier RH aura lieu le mardi 15 février. Ça sera aussi un webinaire donc, qui sera animé par Corinne Sora de l'APEC et qui sera sur le thème des clés d'un recrutement réussi. Voilà, donc à l'issue de ce webinaire, on vous fera parvenir bien sûr le diaporama et le lien vers le replay. Voilà. Et un grand merci à vous, Madame le Maître, pour tout ce panorama complet là, sur l'évolution de la jurisprudence au niveau social. Merci à chacun, merci à la CCI. Merci. Merci à tous. Et merci à tous les participants. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.